Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume. On est le 25 décembre, on vous souhaite un joyeux Noël et la bienvenue dans ce 9e et dernier épisode de l'année de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année grand-mère, non ça c'est moi qui le rajoute. Et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre 2 couple, comme le nom du podcast, ou par email sur tranchedecouple@gmail.com. Et enfin, un mot un seul, partagez. Encore une fois sur les réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce podcast. Cela nous permettra de continuer à accroître notre visibilité, celle de Tranche de couple, et aussi à garder la motivation à vous proposer cette petite tranche d'actualité de nos vies et de un peu foutraque tous les 15 jours finalement. Exactement. Allez, on commence tout de suite par la rubrique Actu. Et oui Max, rubrique Actu, rubrique Europe, on va revenir, tu vas revenir Max sur un sujet dont on a déjà parlé, qui a fait, c'est le cas de le dire, boule de neige. Et oui, on ne pouvait pas ne pas revenir sur le scandale de corruption au Parlement européen dont on vous a parlé la semaine dernière. Vous vous souvenez, la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, qui est une ancienne journaliste grecque, a été prise la main dans le sac et arrêtée. Et donc, on voulait revenir pour vous donner un petit point de situation suite, en gros, de ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours. Alors, le premier point, c'est que donc Eva Kaili, elle est plus vice-présidente du Parlement européen parce que suite à un vote du bureau des différents partis représentés au Parlement européen, elle a été déchue de son titre de vice-présidente, mais elle reste pour autant parlementaire européenne. Deuxième point, c'est que 3 autres personnes ont depuis été arrêtées. On vous avait d'ailleurs mentionné quasiment tous leurs noms. Donc son compagnon qui est passé aux aveux, un ancien parlementaire européen, fondateur d'une ONG de lutte contre l'impunité. Ça ne s'invente pas. Un Italien, Pier Antonio Panzeri, et un attaché parlementaire qui était aussi bénévole dans cette même ONG. Alors au total, près de 1,5 million d'euros ont été retrouvés en liquide, ce qui fait quand même un sacré paquet, au terme de plus d'une vingtaine de perquisitions dans des bureaux, des logements et des hôtels en Belgique, en France, mais aussi en Italie. Heureusement qu'ils ne sont pas venus chez nous. Ils n'avaient pas trouvé beaucoup d'argent, surtout en cash. That's what you think. Toi, t'es un petit peu comme les grands-mères et des grands-pères. Le bas de laine au bout du lit. Exactement. Bon, il semblerait que le Qatar ne soit pas le seul impliqué dans ce scandale de corruption, parce que le Maroc, lui aussi, je crois qu'on l'avait mentionné, s'est attaché les services. Comme par hasard, le demi-finaliste et l'organisateur de la Coupe du Monde. Je vous dis, on ne nous dit pas tout. Exactement. Alors, cette affaire n'est probablement pas terminée, mais déjà se pose la question de ce qui n'a pas fonctionné et s'il faut mettre en place de nouvelles règles ou même une autorité indépendante ayant autorité sur l'ensemble des institutions européennes. Moi, je noterais quand même ce qui a fonctionné, c'est-à-dire que les services de renseignement belges ont été plutôt efficaces sur ce coup et ont agi dans une discrétion qui leur a permis de les prendre sur le fait. Parce qu'on peut, pour rappel, on ne peut arrêter un parlementaire européen uniquement en le prenant sur le fait et pas a posteriori. Alors, du coup, justement, le Parlement européen, lui, a voté une résolution pour dire qu'il fallait mettre en place de nouvelles règles, une nouvelle instance. La présidente de la Commission européenne a dit qu'elle allait proposer des propositions, des propositions en ce sens. Mais certains font entendre une petite voix, notamment sur Twitter, en disant que finalement, il ne s'agit pas tant de mettre en place de nouvelles règles ou de nouvelles institutions, mais tout simplement de suivre les règles existantes. Alors je vais peut-être en profiter pour vous donner quelques-uns des éléments de cette réflexion qui me semblent tout à fait intéressantes. Alors d'abord, il faut avoir quand même en tête le fait que la réglementation en matière de lobbying dans le cadre de l'Union européenne est bien meilleure que
la majorité des États membres, hein, parce qu'il doit y avoir un registre public de l'ensemble des personnes qui exercent une activité de lobbying. On a une définition qui est assez large de ce qu'est le lobbying, et on a des spécifications, des nécessités de rendre public pour la Commission et le Parlement ces rencontres avec les lobbyistes. Mais le problème, c'est que ces officiels, ces lobbyistes, ne respectent pas toujours les règles. Alors, et on vous mettra, parce que du coup, il y a un petit article de contexte sur le registre de transparence européen. Donc, on a notamment eu un certain nombre d'articles qui montraient que la présidente de la Commission européenne avait rencontré un certain nombre de personnes et sans même finalement les en rendre compte. On se souvient de l'affaire du SMS, où il y a eu des demandes de transparence sur ce SMS relatif donc au contrat de vaccin. Et il y a eu aussi, naturellement, des membres du Parlement européen qui n'ont pas rendu public leur rencontre, leur réunion avec des lobbyistes, même si, en principe, ils devaient le faire. Alors, la raison, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de sanction, en fait, pour les lobbyistes, ni même pour les parlementaires, les commissaires, ou les ex-commissaires qui ignorent les règles. Et donc, par exemple, on avait une ancienne commissaire, Cecilia Malmström, qui a pris un emploi dans un institut sans demander à la commission d'éthique au comité d'éthique de la Commission européenne avant de prendre ce job, alors qu'en fait, elle en était obligée. Mais du coup, il n'y a pas eu finalement... c'est un petit peu... On identifie qu'il y a un problème, mais il n'y a pas vraiment de sanctions. Voilà. Et pareil, lorsque la commission... certains lobbyistes, en fait, ne font pas preuve de transparence, il n'y a pas vraiment de sanctions. Alors, un deuxième sujet, c'est que le nombre de personnes qui travaillent sur ce registre de transparence, il y a 10 personnes qui doivent superviser 12 500 représentants d'intérêts privés. Donc vous imaginez bien que 10 personnes, c'est très très peu, et ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps ni les moyens de vérifier ce qui se passe. Et alors c'est ainsi qu'on a pu découvrir un certain nombre d'erreurs au printemps, dans les déclarations de ces lobbyistes qui en fait doivent déclarer combien de personnes travaillent, combien d'argent ils dépensent dans le travail de lobby. Du coup, on a noté en fait des différences. Le problème, c'est qu'à nouveau, ceux qui n'avaient pas en fait déclaré le montant exact de combien ils dépensent n'ont pas été sanctionnés. Et donc ça, c'est quand même un problème. Diantre. Voilà, donc finalement, peut-être qu'il faudrait effectivement soit renforcer le personnel qui travaille sur le registre de transparence, soit peut-être qu'il faudrait un bureau indépendant qui lui-même fasse ces investigations. Mais le fait est qu'il y a quand même des règles, et le problème, c'est davantage qu'elles ne sont pas suivies plutôt qu'une absence de règles. Merci Max pour ce petit point Europe. Bien, avec plaisir. Alors Guillaume, c'est toi qui vas nous parler d'une excellente nouvelle qui concerne l'Ukraine. Alors ça paraît peut-être un petit peu étonnant parce que vous n'avez peut-être pas entendu parler de quelque chose de tout à fait spécial concernant l'Ukraine, à part peut-être le déplacement de Zelensky à Washington ces derniers jours, qui a fait quand même... Son premier déplacement hors du pays depuis le début de la guerre. Exactement, mais toi tu voudrais nous parler d'une nouvelle plutôt relative aux droits des personnes en Ukraine. Aux droits des personnes LGBTQIA+, pour être plus précis. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans notre Pride Podcast de la saison 3, donc au mois de mai de cette année, on vous avait parlé des personnes, de la situation des personnes LGBT en Ukraine et de combien c'était compliqué pour elles, combien la guerre avait apporté de complications. À l'époque, un expert de l'ONU avait même évalué que des décennies de progrès pour les droits des LGBT
LGBTQIA+, avait été détruite par la guerre, parce que ces personnes-là se voyaient plus que d'autres, notamment refuser par exemple une assistance humanitaire, notamment dans des pays limitrophes, qu'ils avaient plus de mal à faire valoir leurs droits quand ils étaient par exemple intégrés dans l'armée, en couple, mais dans l'armée. Et donc, il y avait un certain nombre d'inquiétudes qui ont été soulevées à ce moment-là. Et les personnes trans, qui étaient donc suite à leur transition en fait des femmes, mais qui officiellement étaient encore des hommes sur leur carte d'identité, ne pouvaient pas quitter le pays puisque les hommes doivent faire la guerre et s'engager dans l'armée. C'est la mobilisation générale. Tout à fait. Et alors, on notera que le 15 décembre dernier, la Reda, enfin plus exactement le 14 et le 15 décembre dernier, la Reda, le Parlement ukrainien, a adopté les mesures recommandées par la Commission européenne dans le cadre de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc un bon point pour l'Union européenne de ce côté-là. Et notamment un projet de loi qui interdit la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Alors c'est des projets de loi c'est des lois qui chez nous, notamment en Europe de l'Ouest, existent depuis assez longtemps. La France a été une pionnière, elle a notamment lancé aux Nations Unies déjà dans les années 2000 un certain nombre de motions, de textes pour que ces droits soient reconnus plus largement. Donc l'Ukraine, la Reda, s'est pliée en faisant ça aux mesures exigées par la Commission européenne dans le cadre du processus d'adhésion. Alors, pourquoi c'est important ? Bien parce que ces mesures d'une part, elles sont prises. Il faut se souvenir que l'Ukraine est un pays en guerre, donc on peut s'imaginer qu'ils ont un certain nombre de choses à gérer et que ce n'est pas forcément la priorité. Eh bien, la candidature de l'Union européenne est une priorité pour l'Ukraine aujourd'hui et ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour pouvoir être, d'ici quelques années, admissibles au titre de pays candidat pleinement à l'Union européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, comme je vous le disais, en cas de décès, aucun des deux partenaires d'un couple homosexuel ne bénéficie du statut légal de partenaire que confère le mariage, par exemple, pour les couples hétérosexuels. Et donc l'objectif de cette première loi, de cette première étape, c'est d'arriver à une reconnaissance plus large des partenariats pour ces personnes LGBTQIA+. Une pétition, d'ailleurs, en juillet dernier, avait rassemblé 25 000 signatures et contraint le président Volodymyr Zelensky à s'exprimer sur le sujet. Il avait formulé une réponse plutôt que certains qualifieraient d'un peu faible à l'époque. Je pense qu'il ne voulait pas s'engager dans quelque chose qu'il ne connaissait pas non plus, dont il ne connaissait pas forcément les tenants et les aboutissants. Ça n'a pas forcément été sa priorité depuis là, mais il a déclaré que les valeurs démocratiques doivent garantir les mêmes droits pour toutes et pour tous, y compris pour la communauté LGBT+. Donc voilà, on s'inscrit en Ukraine dans le temps long. Et cette première étape permettra de reconnaître, de mettre fin à un certain nombre de discriminations. Maintenant, il va falloir qu'elles soient appliquées. On peut s'interroger sur comment est-ce qu'on va appliquer une loi en temps de guerre, ce genre de loi en temps de guerre, et en même temps on est dans une loi qui concerne tout le cœur de ce qui est le plus important en temps de guerre, c'est les droits de l'homme, c'est les droits humains, et donc on espère pouvoir vous faire un compte rendu, pourquoi pas dans notre prochain Pride Podcast au mois de mai 2023, donc sur l'évolution de cette loi et d'autres, on espère, évolutions positives dans la guerre. Évidemment, on espère que la guerre, on peut toujours si on ferait un vœu de bonne année, un vœu de Noël, ce serait peut-être que cette guerre, comme toutes les autres, on ne va pas faire Miss France, mais en tout cas celle-là se termine parce qu'elle continue aujourd'hui. Avec des attaques sur les infrastructures critiques, les infrastructures énergétiques. Absolument, avec encore aujourd'hui, 25 décembre, alors que donc, les combats se poursuivent sur la ligne de front et notre ami Vladimir Poutine semble incapable de gérer ses armées et de contrôler ses armées à distance, n'a même pas pris la peine de proposer une trêve de Noël. Il faut dire d'ailleurs, pour un petit aparté, que le Noël de l'église orthodoxe russe est décalé 2 semaines par rapport au Noël occidental. Mais pour la première fois cette année, l'église orthodoxe ukrainienne, toujours dans l'optique de s'éloigner de plus en plus de sa grande voisine de Moscou, a autorisé en quelque sorte les croyants ukrainiens à célébrer Noël un peu en avance, en même temps que les églises occidentales. Merci beaucoup Guillaume. Et effectivement, on espère que cette guerre se terminera le plus vite possible.
On passe maintenant au point Belgitude. Eh bien, pour cette rubrique Belgitude, on va parler économie d'énergie, on va parler expérience belge et on va parler chauffer les corps plutôt que les maisons. Alors, c'est un article de France Info qui nous apprend que le projet Slow It, lancé en Belgique, expérimente la possibilité, plutôt que de chauffer nos maisons, de chauffer nos corps. Alors, dit comme ça paraît un peu simple, on va se dire, mais ça y est, les Belges ont inventé les 3 couches ou les 4 couches de pull les unes sur les autres. Évidemment, on n'en est pas là, c'est un peu plus compliqué que ça. Et cette expérimentation finalement assez étonnante de quelque chose qu'on devrait faire au quotidien, c'est-à-dire se rajouter des couches les unes sur les autres, mais pas n'importe comment. Le spécialiste en énergie Grégoire Wallenborn, qui a mené cette expérience, l'affirme, chez lui il fait 14 degrés. Et dans son bureau, pas de chauffage. France Info le dit, il est son propre cobaye. Et donc, au lieu de chauffer sa maison, on est le 25 décembre au soir, on a eu une longue journée. Je vous demande toutes mes plus plates excuses pour tu ne demandes pas les excuses, tu présentes tes excuses. Je vous présente mes plus plates excuses pour mes bafouillages. Tu demandes peut-être un petit peu de comment on dit, de compréhension. Compréhension, voilà. Voilà, c'est ça. Il nous explique qu'il a mis 2 paires de chaussettes, des mitaines. L'idée, c'est de mettre plusieurs couches, ça jusque-là, on le sait. Et surtout, qu'entre chaque couche, il y a un peu d'air. Ben oui, c'est un principe qui est beaucoup utilisé, notamment dans les vêtements techniques, c'est-à-dire de se dire qu'on va mettre 2 couches de tissu, de matériel l'une sur l'autre, mais qu'on va laisser passer l'air entre les deux. Pourquoi ? Parce que l'air entre les deux agit comme un isolant et permet de conserver encore mieux la température. C'est le même principe pour le double vitrage, d'ailleurs, c'est tout bête. En double vitrage, vous avez 2 vitres, les unes sur les autres, et au milieu, une couche d'air qui permet d'améliorer encore l'isolation. Il faut savoir qu'aussi qu'il ne faut pas oublier, notamment quand on sort, de se couvrir la tête, puisque 20% de la chaleur s'évacue par la tête. Alors, l'objectif de ce Slow It, qui est mené donc depuis 2 ans, c'est de mettre en place une possibilité, non pas de chauffer les maisons à 19 degrés, comme c'est recommandé aujourd'hui pour faire des économies d'énergie, mais plutôt dans une température qui est entre 14 et 16 degrés. Pour vous dire, nous, 16 degrés, c'est la température qu'on a en journée chez nous dans la maison, mais on a un peu plus de mal à la mettre en place le soir. Alors, c'est pas si compliqué que ça pour les chercheurs. Ils nous disent qu'au fur et à mesure, le corps finit par s'habituer. Et c'est quelque chose que nous, on ressent aussi personnellement au fur et à mesure que les saisons passent. En été, on est très content d'avoir pas de couche. Et puis, on commence à mettre un pull, puis 2 pulls. Et puis, il commence à faire de plus en plus froid. Mais le froid diminue la température diminue à l'extérieur. Et pour autant, nous, on va pas avoir de plus en plus froid, puisqu'on va petit à petit, notre corps va s'habituer. Donc ça, c'est quelque chose que le corps de tout le monde fait déjà. L'objectif, c'est de l'habituer donc à descendre encore plus bas. Et il termine, Grégoire Wallenborn, en disant, finalement, si un propriétaire qui habite dans une maison qui a un label F, donc un très mauvais diagnostic énergétique, mais qu'il consomme très peu d'énergie parce qu'il en a peu besoin, est-ce qu'il faut absolument lui imposer une rénovation ? C'est une vraie question, c'est une question ouverte. En tout cas, on va suivre un peu ce projet Slow It pour voir où est-ce que ça va. Peut-être qu'on va réfléchir si on l'applique chez nous, mais je ne suis pas certain que Max, ça fasse un effet boule de neige chez nous. Max est un peu frileux entre nous. Oui, après, il ne fait pas toujours si chaud que ça dans notre chambre, il faut quand même le dire. Et donc la nuit, on peut un peu avoir frais quand même. C'est pas vrai, j'ai mis le chauffage maintenant. Alors maintenant, on passe à la rubrique vie de couple. Et voilà, vous l'avez compris, on est en train d'enregistrer un 25 décembre, le jour de Noël. Sur une petite table dans région parisienne. Un petit coin. On a délocalisé notre studio, on est en mode nomade. Mais pour autant, ça nous a paru important de pouvoir vous emmener avec nous dans cette belle fête de Noël. Noël, c'est toujours un moment particulier pour Guillaume et pour moi. C'est un moment de partage en famille. Et c'est vrai que la nourriture est souvent un lieu, un moyen de partager des bons moments. On n'oublie pas bien sûr quelques bulles et quelques bonnes bouteilles de vin. Mais on pense aussi à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être en famille.
être entourés pendant ces jours-ci. Et voilà, on pense notamment à tous les migrants qui sont déracinés de leur pays, qui sont peut-être en attente d'avoir un statut, en attente d'avoir des papiers. Et on pense à la façon dont ils sont traités aussi, notamment en Belgique, et le peu de considération qui est fait en règle générale de leur cas. Voilà, on a, Guillaume et moi, commencé à donner un petit coup de main dans une association qui s'appelle les Cuistots Solidaires, dont on voudrait aussi mettre en avant le travail, qui est en gros un collectif de personnes qui, ayant vu les difficultés de l'accueil des migrants en Belgique, se sont mobilisées pour cuisiner des repas. Et donc, en cette période d'hiver, c'est des soupes qui sont proposées quasiment tous les jours aux migrants. Et donc, on a donné un petit coup de main pour préparer la soupe une fois par semaine depuis 2 semaines, depuis le mois de décembre. Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est aussi important au moment où on est en train de fêter ces moments chaleureux, de pouvoir penser aussi à ceux qui n'ont pas cette chance-là. Puis on pense aussi à ceux qui sont pas forcément celles et ceux qui sont seuls chez eux, pour qui Noël c'est pas forcément une fête aussi, qui se voient un peu imposés par les autres cette idée de moment festif, des gens pour qui c'est pas ce moment n'est pas si festif que ça. Et voilà, on pense aussi à vous, si jamais c'est votre cas, si vous nous écoutez, sachez que on pense à vous et voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit message si vous le voulez sur nos réseaux sociaux pour qu'on échange aussi. En tout cas, voilà, on espère pouvoir partager un peu tout ça, partager un bout de notre joie avec vous. Vous l'entendez, il y a un peu de bruit aussi, probablement dans le fond. On est nombreux dans cette maison, mais voilà. Et puis, voilà, aussi ceux qui nous écoutent peut-être depuis leur lit d'hôpital. On pense à Dimitri. Je voulais aussi raconter une petite anecdote d'un repas de Noël qu'on a fait avec les jeunes qui sont accueillis ou accompagnés par le refuge à Bruxelles. Et on a fait une petite soirée de Noël jeudi soir. Voilà, c'était vraiment un beau moment partagé et on était très heureux d'être là, un certain nombre de bénévoles et les bénéficiaires, je crois, étaient assez touchés de cette opportunité de partager aussi. Voilà, on a expliqué ce que représentait Noël pour chacun de nous, les traditions. Ils nous ont aussi partagé leurs traditions. Et puis voilà, qu'on passe ce temps ensemble pendant quelques heures. C'était très très chouette. Absolument, merci Max. Voilà, sachez en tout cas qu'on pense très fort à vous, à tous et toutes, quelle que soit votre situation, et qu'on espère pouvoir vous partager un peu de notre ambiance festive d'aujourd'hui, même si dans ma voix ça s'entend pas forcément. Il a beaucoup bu. Hein. Bon, pas tant que ça, si peu. Tout à consommer avec modération. Que du thé vert. Exactement, il est en train de boire du thé vert. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de nos films de Noël cette année ? Je me souviens plus. Alors moi je suis pas sûr. Je crois qu'on a parlé des Christmas carols, donc des chants de Noël. Non. Et surtout de Mariah Carey parce que ça c'est. Elle était, tu m'as montré un truc tout à l'heure, elle était à combien ? Elle était à 21 millions de vues. Elle a cassé tous les records pour le 25 décembre. Elle a 21 millions d'écoutes en streaming sur les plateformes d'écoute juste pour la journée d'aujourd'hui. C'est crazy, completely crazy. C'est terrible. Alors du coup, les films de Noël, c'est quand même un grand classique. C'est un grand classique de la période de Noël qui commence en début décembre, on va dire. C'est vrai que en fait, les films de Noël, c'est toujours un peu cheesy. C'est toujours un peu... Mon moment, comme dirait Max. Ouais, moi je dis... Ah tiens, ils ont sorti un nouveau tuche de Noël. Je vois ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, je sais pas quel est votre... comment dire ? Est-ce qu'il y a des films de Noël que vous aimez bien regarder un peu chaque année ?
On vous en a partagé, je suis sûr, dans nos saisons précédentes, notamment un de nos films favoris qui est Make the Yuletide Gay, donc rendez les fêtes de Noël gays. Voilà, c'est notre film feel good du mois de décembre en général. Une soirée cocooning avec ce film. On l'a regardé qu'une fois. Cette année, on l'a regardé qu'une fois. Faut dire qu'on a été assez occupés aussi cette année. C'est pas faux. Moi, je noterais aussi. Alors, il y a des grands classiques. Narnia, qui est aussi un peu un film qu'on regarde à Noël, que je regardais quand j'étais plus petit. Les Chroniques de Noël, Klaus, ça c'est plutôt des films pour enfants. Je me souviens aussi quand on était à l'école, on regardait les films dans ma classe d'allemand, on regardait les films en allemand de Noël. Ouais. L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça c'est un de mes préférés aussi. Il est génial ce film, c'est du Tim Burton, du grand Tim Burton tout craché avec... Je ne suis pas sûr que je l'ai vu, il va falloir que tu... Non, tu plaisantes. Peut-être, je me souviens pas. C'est pas vrai. Bon, il y a la petite nièce, on va peut-être pas le regarder avec la petite nièce, elle est encore un peu jeune, mais on va corriger ça. Peut-être qu'il sera dispo quand on partira en vacances. Bon, le Père Noël est une ordure, forcément. Ça, c'est un grand classique assez indémodable. Hein, donc avec l'équipe du Splendide. Ne jurez pas, Marie-Thérèse. Ah non, ça c'est dans... Ah non, je me trompe. Ah c'est si, dans la vie ne jurez pas, Marie-Thérèse. Ah non, ça c'est... C'est la vie est un long fleuve tranquille. Il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Elle n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile. Oh. Pardon. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépasse. Bref. Et le Cloug de monsieur, je ne sais plus comment. C'est Cloug. Et oui, c'est Cloug. Terrible ce film. Bon, et puis il faut quand même se dire que moi j'ai beaucoup aimé les Maman j'ai raté l'avion. J'ai vu que le 1, apparemment il y en a 2 ou 3. Oui, il y en a plusieurs. J'ai vu le 1 et encore, je l'ai vu par effraction chez les cousins il y a quelques temps, je crois. Donc, écoute, peut-être qu'il faudra qu'on regarde ça. On a regardé avec les chroniques, c'était les chroniques de Noël, donc on a regardé avec les petits neveux et nièces cette année. Oui, les chroniques de Noël, c'est ça. Assez chouette. 2 enfants qui essayent de piquer le trio du Père Noël, mais ça se termine pas, ça se passe pas exactement comme ils l'avaient prévu. Et moi, je me souviens aussi Il était une fois Noël. C'est des films de Disney qu'on regardait avec mes sœurs quand on était plus petits aussi. C'est une série de petits films qu'ils ont sortis dans les années 60, 70, 80, 90 qui sont mis les uns après les autres au sujet de Noël. C'est très mignon, c'est pareil, c'est très feel good. Et avec des enfants, c'est parfait. Voilà. Et quand même de mentionner que depuis quelques années, c'est-à-dire pas si longtemps que ça, on a vu aussi arriver quelques films de Noël un peu diversifiés avec les plateformes en ligne. Ces plateformes en ligne. Oui, alors parfois c'est aussi un peu tout n'importe quoi, mais on a parfois du mal à s'y retrouver tellement il y a d'offres tous les ans. Ils en sortent 3 ou 4 par an par plateforme. Bon, ça fait passer une bonne soirée. Mais aussi avec des films de Noël, avec des personnages LGBT, c'est ça aussi que je voulais dire en diversifié. C'est vrai. Alors, visiblement, la traduction de Make the Yuletide Gay en français, c'est un Noël très très gay. Ça, c'est merci à Wikipédia en canadien, c'est ça ? C'est ça. Non, c'est Vogue, le site de Vogue. Bon, ça me va comme traduction. Et on avait vu aussi un film qui était assez drôle, qui s'appelle Ma belle famille Noël et moi. Alors, il faut que j'arrive à trouver le nom en anglais parce que je pense que tu vas pas le reconnaître. On l'a regardé la dernière. J'ai oublié le nom. On a regardé ça l'année dernière. Ouais. T'es sûr ? Happiest Season. Notre plus belle saison. Le titre original, c'est Happiest Season, mais ça me dit vraiment rien. Mais si souviens-toi, c'est 2 filles, elle est pas out, lui il fait sa campagne politique, et puis il y a l'autre, sa sœur et son beau-frère qui se séparent mais qui font semblant qu'ils sont encore ensemble avec les 2 jumeaux. Ah oui, ça me dit quelque chose. Il y a l'autre sœur qui est un peu genre. Ouais, il m'avait pas bon, mais oui, ça me dit quelque chose. Maintenant, ça te dit quelque chose. Voilà, non, mais en tout cas, nous, on se prend pas trop la tête, mais c'est vrai. Oh, si, on se prend, mais pas sur les films de Noël.
On aime bien quand même ces films de Noël. C'est assez chouette quand même. Ouais, non, mais voilà, vous savez un peu quels sont nos péchés, nos vices pour Noël, tous les films de Noël. N'hésitez pas du coup à partager sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, quels sont vos films favoris. On les mettra aussi. On va trouver un peu de temps pour les partager avec le plus grand monde, pour nous faire qu'on sache ce que vous aimez aussi. Alors Max, pour terminer ce podcast qui fait boule de neige, tu vas nous parler de snowballs justement, mais qui n'ont rien à voir avec la neige. Exactement, des boules de neige, snowballs. Eh bien, si vous ne savez pas ce que c'est, on va vous raconter une petite histoire qui est assez feel good aussi. C'est feel good, mais en tout cas c'est feel tech good. Donc, en gros, au début de la guerre en Ukraine, Amazon a demandé aux Ukrainiens, au gouvernement ukrainien, comment ils pouvaient les aider. Et en fait, ils ont proposé finalement de faire des sauvegardes dans le cloud de l'ensemble de l'infrastructure numérique du pays, et principalement des systèmes gouvernementaux, mais aussi des grandes entreprises, des banques, pour éviter que le pays ne s'effondre, parce que à l'époque, on ne savait pas comment si l'Ukraine allait réussir à tenir, et puis surtout, vous l'avez vu, c'est assez indiscriminé, on va dire, les attaques, voilà, et donc il y avait quand même un grand risque de perdre énormément de données. Mais vous imaginez bien que toute l'infrastructure d'un pays digitale, ça prend quand même beaucoup de place, et donc on ne fait pas ça avec une connexion pas très bonne, intermittente, et avec de gros risques que ça chez Papy Mamie avec la connexion de la campagne. Ouais, vous vous souvenez quand vous essayez de faire une sauvegarde par internet et puis que ça coupe, et puis du coup en fait ça marche pas, vous n'arrivez pas à sauvegarder votre document. Alors du coup, pourquoi boule de neige ? Parce que c'est un produit, un espèce de disque dur géant qui fait jusqu'à 80 téraoctets de stockage, qui a été mis dans une boîte et en fait qui permettent de migrer finalement les données vers le cloud, en fait, physiquement. C'est-à-dire qu'on sauvegarde les informations sur ces disques durs, et ensuite, on transfère ces disques durs dans un endroit qui n'est pas en guerre, et là, on peut les mettre sur le réseau progressivement. Et donc, c'est cette petite histoire que nous raconte le site 01net, où, en fait, dès le début de la guerre, finalement, c'est décidé cette course contre la montre pour protéger les données ukrainiennes. Et donc, finalement, Amazon a envoyé de nombreuses boîtes, on ne dit pas combien, pour aller sauvegarder ces données. On dit qu'il y aurait peut-être 10 pétaflops de données, ce qui représente énormément de... Ça représente, en termes de nombre de boîtes qui ont été déployées, on ne peut faire que des suppositions, mais à peu près 125 boîtes qui auraient été utilisées. Voilà. Et donc, finalement, on l'a dit, la résilience de l'architecture gouvernementale, elle est aussi due en fait à ça, parce qu'en opérant depuis le cloud, en fait, il n'y avait plus de problème de serveurs disponibles, de serveurs qui continuent à fonctionner et de en risque Ukraine. Que les serveurs crashent. Voilà. Alors, ça pose évidemment d'autres types de problèmes à long terme, notamment le passage de données hautement sécurisé d'un État sur les serveurs d'un autre État. Je crois que quand on est en guerre, on ne se pose pas forcément... sur les serveurs d'un acteur privé. Un acteur privé, qui est possiblement contrôlé, ou en tout cas possiblement surveillé par d'autres États. Enfin bref. En tout cas, la question de la protection D'abord, il faut voir que quand on est en guerre, la question de la protection des données, c'est d'abord s'assurer que les données ne disparaissent pas. Dans l'Union européenne, on parle d'une autre question qui est de la protection des données pour éviter que les données soient piratées ou utilisées à d'autres fins. Mais c'est un deuxième considérant. Il faut d'abord s'assurer que les données ne disparaissent pas tout simplement. Voilà. Au XXIe siècle, la politique de la terre brûlée, c'est fini. Alors, on va clore cet épisode de Noël. On est ravis d'avoir pu
vous proposer un épisode le jour de Noël. C'est la première fois, je crois, que ça nous arrive dans ces 4 saisons. C'était pas gagné ce matin encore, même cet après-midi. Mais on a mis beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Et on avait à cœur de prendre du temps pour vous. Alors, si ce podcast vous plaît, du coup, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Prenez 2 minutes pour le faire, ça nous aide toujours, ça nous fait plaisir. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi mettre un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. On sera ravis si vous nous mettez un petit message pour nous dire que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Et du coup, d'ailleurs, si vous l'avez fait, bravo et merci. On n'oublie pas. Ce podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Alors d'ici au prochain épisode, profitez si vous avez quelques jours de congé. Bon courage si vous travaillez. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.